Le 11 juillet 1943, le Feldmarschall Kesselring était absolument certain d'avoir les Américains exactement là où il les voulait. Il avait leur infanterie piégée sur les plages de Gela, le dos à la mer. Il avait l'élément de surprise. Et surtout, il avait la division Hermann Göring se mettant en position, menée par l'arme la plus redoutée de la Seconde Guerre mondiale, le char Tiger. Selon 20 ans de doctrine militaire, l'invasion américaine était condamnée. Aucune force d'infanterie au monde ne pouvait arrêter un assaut massif de Panzers sans un soutien d'artillerie lourde. Kesselring se préparait à signaler une victoire décisive à Berlin. Il s'attendait à rejeter les Alliés à la mer avant midi. Mais Kesselring commettait une erreur de calcul fatale. Il pensait combattre une armée conventionnelle. Il ne réalisait pas qu'il faisait face à un type de guerre entièrement nouveau. Il allait perdre sa division d'élite, non pas à cause des chars ennemis, ni des avions ennemis, mais à cause d'une force qui n'aurait pas dû pouvoir l'atteindre du tout. Le Feldmarschall Albert Kesselring avait 57 ans à l'été 1943. Vétéran de la Première Guerre mondiale, l'un des commandants les plus expérimentés et respectés de toute la Wehrmacht, il avait gravi les échelons de la Luftwaffe, commandant des flottes aériennes pendant la bataille d'Angleterre en 1940. Il avait orchestré le bombardement aérien dévastateur de Malte qui avait presque affamé l'île pour la soumettre. Il avait coordonné les opérations de l'Axe dans tout le théâtre méditerranéen. Plus important pour ce qui allait se passer, Kesselring comprenait la logistique. Il comprenait la capacité industrielle. Il comprenait ce qu'il fallait pour déplacer des hommes et du matériel sur de vastes distances et concentrer la force sur des points décisifs. Ce n'étaient pas des concepts abstraits pour lui. C'étaient les fondements de la guerre moderne qu'il avait étudiés et pratiqués pendant 3 décennies. Ce qu'il voyait se dérouler en Sicile les 10 et 11 juillet 1943 semblait dépasser tout ce qu'il pensait comprendre sur les possibilités militaires. Son réseau de renseignement avait suivi les convois alliés traversant la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord. Les rapports arrivant à son quartier général de Frascati, situé dans les collines au sud-est de Rome, contenaient des chiffres qui semblaient être des erreurs. Sûrement quelqu'un a ajouté un 0. Sûrement les avions de reconnaissance ont mal compté. 3200 navires, pas 300. 3200 bâtiments de tout type. Cuirassés, croiseurs, destroyers, transports de troupes, navires de débarquement de chars, cargos, navires hôpitaux. La plus grande flotte amphibie jamais rassemblée dans l'histoire de la guerre. 4000 avions fournissant une couverture et un soutien, pas 400. 4000 chasseurs, bombardiers et avions de transport prêts à dominer le ciel au-dessus de la Sicile. 180 000 soldats prêts à débarquer dans la première vague. Des soldats américains, britanniques et canadiens. Des soldats équipés de chars, d'artillerie, de camions et de suffisamment de munitions pour combattre pendant des semaines sans ravitaillement. En 25 ans de service militaire, Kesselring n'avait jamais rien vu approchant cette échelle. L'invasion allemande de la France en 1940, qui avait conquis l'Europe occidentale en 6 semaines, avait employé moins de ressources. L'invasion avait commencé dans la nuit du 9 juillet 1943. Des parachutistes américains et britanniques furent largués dans le sud-est de la Sicile sous couvert de l'obscurité. Des vents violents les dispersèrent sur des centaines de kilomètres carrés. Certains atterrirent en mer et se noyèrent. D'autres se posèrent à des kilomètres de leur zone de largage prévue. Certaines unités atterrirent si loin de leur cible qu'elles passèrent les premières heures de l'invasion à essayer simplement de se retrouver. En tant que force de combat cohésive, les troupes aéroportées étaient temporairement dispersées et désorientées. Les officiers d'état-major de Kesselring notèrent cela avec satisfaction. Le rapport suggérait que la planification alliée avait échoué à son premier test. Kesselring vit son opportunité clairement. La vulnérabilité fondamentale de toute opération amphibie était les premières 24 heures, avant que les armes lourdes ne puissent être débarquées, avant que les positions défensives ne puissent être établies, avant que la tête de pont ne puisse être sécurisée contre les contre-attaques. Tout théoricien militaire comprenait cela. Tout commandant planifiait pour l'exploiter.
Si les forces blindées allemandes pouvaient frapper les têtes de pont avant que les Américains ne consolident leur position, elles pourraient diviser la force d'invasion. Elles pourraient enfoncer des coins entre les plages de débarquement. Elles pourraient repousser les envahisseurs dans l'eau avant que leur supériorité matérielle écrasante ne puisse être mise en œuvre. Il l'avait vu se produire à Dieppe en août 1942. Un raid combiné britannique et canadien avait été anéanti sur les plages en moins de 10 heures. L'eau derrière une force d'invasion était son pire ennemi. Elle n'autorisait aucune retraite. Elle n'offrait aucune couverture. Elle ne fournissait aucune voie de renforcement une fois les péniches de débarquement retirées. Avec suffisamment de pression appliquée assez rapidement, les troupes prises entre des chars attaquants et la mer ouverte paniqueraient et se désintégreraient. C'était une doctrine militaire solide. C'était ainsi que les contre-attaques contre les débarquements amphibies étaient censées fonctionner. Kesselring donna l'ordre. La division Hermann Göring attaquerait à l'aube. La division Hermann Göring représentait tout ce que la doctrine militaire allemande avait perfectionné en 4 ans de guerre. Créée à l'origine à partir du personnel au sol de la Luftwaffe et nommée d'après le Reichsmarschall lui-même, elle avait été reconstruite en 1942 et début 1943 en une formation panzer de premier ordre. Ces soldats étaient fanatiquement fidèles au régime nazi. Ces officiers étaient des vétérans aguerris du front de l'Est. Son entraînement mettait l'accent sur l'action agressive et la flexibilité tactique. Surtout, son équipement comprenait le char Tiger. Le Panzerkampfwagen 6 Tiger était le véhicule blindé le plus redouté du monde en 1943. Son blindage frontal mesurait 100 mm d'épaisseur. Aucun canon de char allié ne pouvait le pénétrer aux distances de combat. Son propre canon principal, de 88 mm, dérivé de la légendaire arme anti-aérienne, pouvait détruire n'importe quel char allié à des distances dépassant 2 km. Entre les mains d'équipages expérimentés, un seul Tiger pouvait tenir une route entière contre des colonnes en progression. 17 Tigers menèrent l'assaut vers Gela le matin du 11 juillet. Derrière eux roulaient des chars moyens Panzer III et Panzer IV, l'infanterie et des semi-chenillés blindés SD-KKFZ. 251 accompagnaient le blindé. La force d'attaque comptait plus de 4000 hommes avec plus de 200 véhicules. Les batteries d'artillerie se préparaient à fournir un appui-feu. Les unités de reconnaissance de la division avaient identifié les positions américaines et les routes d'avance. Pour Kesselring, recevant des rapports dans son quartier général à 500 km au nord, c'était exactement le scénario qu'il avait prévu. Frapper fort, frapper vite, exploiter le chaos du débarquement avant que les Américains ne puissent organiser leur défense. La division Hermann Göring avait la puissance de feu, l'entraînement et la détermination pour rejeter l'invasion à la mer. À 6h15, les colonnes allemandes commencèrent à se déplacer vers le sud, à travers la plaine de Gela vers les plages. Le terrain favorisait les attaquants. La plaine de Gela était une terre agricole plate, parfaite pour les opérations blindées. Les routes, bien que poussiéreuses sous la chaleur de juillet, étaient adéquates pour les véhicules militaires. La distance entre les zones de rassemblement allemandes et le périmètre américain était inférieure à 15 km. Au taux d'avance standard, les Tigers seraient parmi les positions américaines en moins de 2 heures. Le renseignement allemand signala une faible résistance de vent. La première division d'infanterie américaine avait débarqué avec un soutien blindé minimal. La plupart de leurs chars étaient encore à bord des navires de transport attendant d'être déchargés. Leurs batteries d'artillerie étaient assemblées sur les plages mais n'étaient pas encore opérationnelles. Le périmètre défensif s'étendait seulement à 3 km à l'intérieur des terres depuis la ligne de flottaison. Les Rangers de Derby et les compagnies d'infanterie occupaient la ville de Gela elle-même, mais ils ne possédaient aucune arme capable d'arrêter les chars Tiger à longue portée. Les canons anti-chars de 37 mm que les unités d'infanterie américaines transportaient étaient presque inutiles contre le blindage lourd allemand. Les conditions pour une contre-attaque réussie semblaient presque parfaites. Kesselring se permit un optimisme prudent à l'arrivée des rapports du matin. Ce que Kesselring ne pouvait pas voir depuis Frascati,
C'était la force opérationnelle navale ancrée au large. Ce que son renseignement n'avait pas réussi à évaluer adéquatement, c'était ce que ces navires étaient capables de livrer. Les Américains n'avaient pas simplement débarqué des troupes en Sicile. Ils avaient positionné une plateforme d'artillerie flottante sans précédent dans l'histoire militaire. La Western Naval Task Force, commandée par le vice-amiral Henry Kent Hewitt, formait un croissant d'acier autour des plages d'invasion. Croiseurs, destroyers et navires de soutien transportaient suffisamment de puissance de feu pour dévaster toute force terrestre dans un rayon de 30 km de la côte. USS Savannah, USS Boise, USS Birmingham, USS Brooklyn, USS Philadelphia. Ce n'étaient pas de simples navires d'escorte protégeant les transports, c'étaient des batteries d'artillerie flottantes capables de livrer un bombardement soutenu à l'échelle industrielle. Un seul croiseur de classe Brooklyn, comme l'USS Boise, portait des canons de 152 mm dans 5 tourelles triples. Chaque canon pouvait tirer 8 obus par minute. Le navire pouvait envoyer plus de 100 obus hautement explosifs sur une cible en 60 secondes. Ces soutes contenaient suffisamment de munitions pour des jours de combat continu. Ces systèmes de contrôle de tir utilisaient le radar et des ordinateurs mécaniques pour la précision. Même au-delà de la portée visuelle, ils pouvaient frapper des cibles à 20 km avec une précision dévastatrice. Les destroyers portaient des canons de 127 mm, plus petits que les batteries des croiseurs, mais à tir plus rapide et nombreux. Des dizaines de destroyers entouraient les plages d'invasion. Ensemble, ils pouvaient couvrir des kilomètres carrés de terrain d'acier explosif. La division Hermann Göring avançait directement dans une zone de destruction qui s'étendait bien au-delà de tout ce que ses commandants avaient anticipé ou prévu. À 8h30, les unités avancées allemandes entrèrent en contact avec les positions défensives américaines à la périphérie de Gela. Les chars Tiger engagèrent à longue portée exactement comme leur entraînement le prescrivait. Leurs canons de 88 mm commencèrent à détruire systématiquement les trous de renard et les positions de mitrailleuses américaines. L'infanterie se replia vers les plages. Les obus anti-chars ricochent inoffensivement sur le blindage frontal des Tigers. Pendant 90 minutes, la contre-attaque sembla réussir. Le blindé allemand avança régulièrement. La résistance américaine faiblit. La plage sembla à portée. Puis les canons navals ouvrirent le feu. À 9h10, l'USS Boise reçut des coordonnées de ciblage des équipes de contrôle de tir à terre. Les officiers de liaison du tir naval avec l'infanterie américaine avaient radiotéléphoné les localisations précises de l'avance allemande. Maintenant, l'information était utilisée. Les canons de 152 mm se tournèrent vers l'intérieur des terres. L'élévation fut ajustée. La portée fut calculée par des ordinateurs mécaniques de contrôle de tir. La première salve fut lancée avec un son qui roula à travers la Méditerranée comme un tonnerre. Les obus atterrirent parmi les colonnes allemandes en progression 43 secondes plus tard. Pour les commandants de chars de la division Hermann Göring, l'expérience était sans égale dans tout combat qu'ils avaient jamais connu. Des obus hautement explosifs pesant 47 kg chacun commencèrent à tomber d'un ciel clair. Il n'y eut aucun avertissement. Il n'y eut aucun son de tir d'artillerie qui aurait pu leur permettre de se mettre à couvert. Il y eut simplement l'impact soudain et dévastateur d'un armement naval conçu pour pénétrer le blindage de cuirassé, maintenant utilisé contre des cibles terrestres. Il n'y avait aucune contre-batterie possible. L'artillerie allemande ne pouvait pas atteindre les navires à 20 km au large. Il n'y avait aucun soutien aérien disponible. La Luftwaffe avait été balayée du ciel sicilien par la supériorité aérienne écrasante des Alliés. Il n'y avait aucun moyen d'engager un ennemi qui restait invisible au-delà de l'horizon, immunisé contre toute arme que la division possédait. Le quartier général de Kesselring reçut les premiers rapports confus vers 9h30. La contre-attaque était stoppée. Les pertes augmentaient rapidement. La source du feu dévastateur n'était initialement pas claire. Certains rapports mentionnaient des avions. D'autres mentionnaient de l'artillerie d'un calibre impossible. La vérité était pire que toutes ces explications. Sur la plaine de Gela, la réalité qui se déroulait était catastrophique pour les attaquants. L'USS Savannah rejoignit le bombardement à 9h25. Ses 15 canons ajoutèrent 100 autres obus par minute à la pluie d'acier tombant sur les colonnes allemandes.
Les destroyers ajoutèrent leur feu. Les navires américains ne menèrent pas un tir de harcèlement. Ils menaient une destruction systématique d'une division blindée. L'avance allemande ne ralentit pas graduellement. Elle s'arrêta comme si toute la division avait heurté un mur invisible d'acier explosant. Les chars Tiger, qui avaient été invulnérables à tout ce que l'infanterie américaine pouvait déployer, brûlaient maintenant sur la plaine de Gela. Les obus navals n'avaient pas besoin de pénétrer leur blindage lourd directement. Des explosions concentrées détruisaient les chenilles et les roues de route, immobilisant des véhicules qui devenaient alors des cibles stationnaires. Des fragments tuaient les commandants et membres d'équipage exposés. Des explosions manquées de peu faisaient détonner les camions de munitions et les véhicules de carburant. La seule commotion blessait des hommes à l'intérieur des chars boutonnés. À 10 heures, la division Hermann Göring avait perdu 6 de ses précieux chars Tiger. Non pas à cause du blindé américain ni des canons anti-chars, mais à cause de navires qu'ils ne pouvaient pas voir et ne pouvaient pas atteindre. Pour Kesselring, les rapports arrivant tout au long de la matinée peignaient un tableau tactique incompréhensible. Sa division d'élite était détruite par des tirs navals. Des navires de guerre anéantissaient une formation blindée mobile menant une offensive terrestre fluide. Ce n'était pas ainsi que la guerre moderne était censée fonctionner. Ce n'était pas ainsi que la guerre avait jamais fonctionné. Les navires bombardaient des fortifications côtières fixes pendant les débarquements amphibies. Tout le monde comprenait cela. Les navires fournissaient un couvert de feu pendant que les troupes traversèrent les plages. C'était leur rôle traditionnel. Mais les navires n'engageaient pas des divisions Panzer manœuvrant dans des rencontres à 15 km à l'intérieur des terres. Les portées impliquées, la précision requise, la dépense en munitions nécessaire pour supprimer une formation blindée entière, rien de tout cela ne correspondait à la doctrine militaire conventionnelle. Mais les Américains ne combattaient pas selon une doctrine conventionnelle. Entre 9h10 et 11h, la force opérationnelle navale tira plus de 3766 obus sur des cibles de la plaine de Gela. Ce seul bombardement du matin dépassait le soutien d'artillerie que la plupart des divisions allemandes recevaient pendant un mois entier de combat sur le front de l'Est. Et les navires pouvaient maintenir ce rythme de tir indéfiniment. Des navires de munitions attendaient au large avec des dizaines de milliers d'obus supplémentaires. La capacité industrielle des chantiers navals américains avait créé non seulement une marine, mais un système d'artillerie mobile à l'échelle continentale qui pouvait être déployé n'importe où à portée d'eau salée. Le commandant de la division Hermann Göring ordonna un retrait tactique à 11 heures. Sa contre-attaque n'avait pas simplement échoué. Elle avait été anéantie en moins de 4 heures. 10 de ses 17 chars Tiger irremplaçables étaient détruits, désactivés ou abandonnés. Des centaines de ses soldats gisaient morts et blessés à travers la plaine de Gela. Ses forces restantes se retirèrent dans les collines au nord-ouest des plages, au-delà de la portée effective des canons navals. La tête de pont américaine à Gela était sécurisée. La contre-attaque qui aurait dû rejeter l'invasion à la mer avait été écrasée par une puissance de feu flottante venue de derrière l'horizon. Kesselring comprit ce qui s'était passé à Gela avec une clarté stratégique terrible. Les Américains avaient résolu le problème fondamental de la guerre amphibie. Les forces de débarquement étaient toujours vulnérables dans les premières heures critiques avant que les armes lourdes ne puissent être amenées à terre et organisées pour la défense. Toutes les académies militaires l'enseignaient. Tous les commandants depuis l'Antiquité avaient prévu d'exploiter cette vulnérabilité. Frapper l'ennemi alors qu'il est à moitié débarqué, à moitié organisé, à moitié préparé. Mais les Américains avaient éliminé la vulnérabilité entièrement en faisant de leurs navires de l'artillerie mobile. Un croiseur au large pouvait livrer plus de puissance de feu qu'un régiment d'artillerie d'armée entier. Il pouvait le faire en quelques minutes après avoir reçu des coordonnées de ciblage. Il pouvait continuer à tirer pendant des heures sans souci de ravitaillement. Il pouvait se repositionner plus vite qu'une batterie terrestre, et contrairement à l'artillerie, il ne pouvait pas être capturé, submergé, flanqué ou détruit par une contre-attaque terrestre. Ce n'était pas seulement une innovation tactique, c'était une révolution industrielle appliquée à la guerre. Construire des croiseurs de classe Brooklyn nécessitait une capacité de chantier naval que l'Allemagne ne possédait tout simplement pas.
Les équiper avec des équipages entraînés nécessitait des marines et des années de développement. Les approvisionner en munitions nécessitait une production manufacturière à des échelles que les puissances de l'Axe ne pouvaient jamais égaler. Les obus tombant sur la division Hermann Göring représentaient non seulement une puissance de feu, mais un système économique et industriel entier mobilisé pour la guerre totale. Kesselring avait perdu plus de 10 chars Tiger sur la plaine de Gela. Il avait perdu l'initiative stratégique en Sicile. La campagne pour la Sicile continua pendant 38 jours supplémentaires. Mais son issue fondamentale fut décidée le matin du 11 juillet. Sans la capacité de monter des contre-attaques réussies contre les têtes de pont, Kesselring ne pouvait que mener un retrait combattant vers le coin nord-est de l'île. La division Hermann Göring ne retrouva jamais sa capacité offensive pendant la campagne de Sicile. Ces Tigers, restants, furent engagés par morceaux dans des batailles défensives plutôt que concentrés pour une action décisive. Les forces américaines et britanniques avancèrent régulièrement à travers la Sicile tout au long de juillet et début août. Leurs flancs restaient protégés par des canons navals qui pouvaient atteindre 30 km à l'intérieur des terres. Toute force allemande qui se massait pour une contre-attaque devenait une cible pour l'artillerie flottante. Toute position qui semblait défendable devenait intenable sous le bombardement naval. Palerme, la capitale sicilienne, tomba le 22 juillet. Catane, la ville majeure sur la côte est, tomba le 5 août. Messine, à la pointe nord-est de l'île, à seulement 3 km de l'Italie continentale, tomba le 17 août. Kesselring réussit un dernier exploit pendant le désastre sicilien. L'opération Lehrgang, l'évacuation à travers le détroit de Messine, retira avec succès plus de 100 000 soldats allemands et italiens vers l'Italie continentale entre le 11 et le 17 août. Utilisant des traversiers, des barges et de petits bateaux sous l'attaque aérienne alliée constante, les forces de Kesselring s'échappèrent pour combattre un autre jour. Il sauva son armée, mais il ne put sauver la Sicile et il ne put changer l'équation fondamentale que Gela avait révélée sur la nature de la guerre que l'Allemagne menait. Les leçons de Gela se répéteraient à travers la Méditerranée et finalement à travers la Manche. À Salerne en septembre 1943, les contre-attaques allemandes contre les débarquements alliés rencontrèrent à nouveau un bombardement naval dévastateur. Les divisions Panzer qui essayèrent de repousser la tête de pont à la mer furent brisées par les tirs de croiseurs et de cuirassés. À Anzio, en janvier 1944, où les forces alliées établirent une tête de pont au sud de Rome, l'USS Brooklyn à lui seul tira plus de 4300 obus de sa batterie principale en un seul mois de soutien au combat. À Normandie, en juin 1944, la plus grande opération amphibie de l'histoire, le tir naval briserait les réserves blindées allemandes avant qu'elles n'atteignent les plages d'invasion. La 21e division Panzer, tentant de contre-attaquer le jour J, rencontra le même mur d'acier naval qui avait détruit la division Hermann Göring un an plus tôt en Sicile. Kesselring passa le reste de la guerre à mener des campagnes défensives en Italie. Il construisit la ligne Gustave à travers la péninsule italienne. Il tint Monte Cassino pendant 5 mois contre des assauts alliés répétés. Il fit payer aux Américains et aux Britanniques chaque kilomètre de sol italien en sang et en temps. Mais il n'essaya plus jamais de rejeter un débarquement amphibie à la mer. Il avait appris à Gela ce que signifiait la puissance industrielle américaine en pratique. Il avait vu ce qui se passait quand le courage et la compétence tactique allemands rencontraient la capacité de production américaine. Les mathématiques étaient impossibles à surmonter. La guerre continuerait pendant près de 2 ans après la Sicile. Des millions d'autres soldats et civils mourraient. Le régime nazi combattrait jusqu'à la fin amère. Mais pour Kesselring, regardant sa division Panzer d'élite brisée par des navires tirant de derrière l'horizon le 11 juillet 1943, l'issue ultime devenait déjà claire. L'Allemagne ne combattait pas une armée, l'Allemagne combattait un système de production, un système qui pouvait construire des croiseurs plus vite que l'Allemagne ne pouvait construire des chars, un système qui pouvait fabriquer des obus plus vite que l'Allemagne ne pouvait former des soldats, un système qui pouvait remplacer les pertes plus vite que l'Allemagne ne pouvait les infliger. Et les systèmes de production ne se fatiguent pas, ils ne se brisent pas. Ils ne perdent pas leur sang-froid sous la pression.
Il continue simplement à produire jusqu'à ce que l'ennemi n'ait plus rien avec quoi se battre. Les 17 chars Tiger brûlant sur la plaine de Gela n'étaient pas seulement une perte tactique. C'était un aperçu de l'avenir de l'Allemagne.